l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour mes ciboulots, ciboulettes, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale en fait sur 10 concepts qui ont innové le jeu moderne, le jeu de société pendant notre décennie. Alors je vais faire un espèce de récapitulatif sur 10 choses à partir de 2010 et ça jusqu'à 2019 qui ont été nouvelles dans le jeu de société qu'on n'a jamais vu auparavant. C'est important de mentionner que je veux préciser qu'est-ce que je veux dire par innovation. Parce que je pense que le plus gros de l'innovation dans le jeu de société a été créé avant 2010 selon moi, où est-ce qu'on a vraiment vu des nouvelles mécaniques s'instaurer, de nouveaux concepts aussi prendre vie. Et 2010 à 2020 a vraiment été une espèce de décennie plus de démocratisation du jeu de société. Au sens où est-ce que la plupart des jeux n'amenaient pas quelque chose de nouveau, de rafraîchissant ou de innovateur, mais proposaient vraiment une espèce d'accessibilité aux jeux de société modernes. On épurait les règles, on rendait le jeu vraiment accessible, mais surtout, on le rendait vraiment grandiose, puis facile de compréhension, facile de prise en main, facile de prise en charge. Contrairement à beaucoup de jeux à une certaine époque, je vous épargne des détails de livres de règles des années 90 que j'ai pu voir. C'était horrible. Mais là, on a vraiment de quoi en 2010, et ça probablement grâce à la technologie aussi, parce que bon, les livres de règles aujourd'hui, on a beaucoup d'images. On a aussi différentes calligraphies, ce qui fait en sorte que c'est plus facile de s'y retrouver. Mais principalement, 2010 à 2019 a vraiment été une décennie où est-ce qu'on a permis aux jeux de société de s'émanciper et de pouvoir aller chercher le plus grand nombre de personnes possible. Et ça grâce à l'épuration des règles et avec le choix de différents jeux, parce qu'aujourd'hui il y en a une tonne et quart de jeux. On va trouver souliers à son pied, c'est sûr et certain. Mais il y a quand même eu certaines innovations. Et je tiens à dire que ces concepts-là, ça peut être des mécanismes de jeu, mais c'est aussi certains concepts reliés à l'industrie du jeu de société en général. Donc, sans plus attendre, j'ai fait une belle ligne du temps sur mon gros tableau blanc. Alors, on est prêt à y aller. Venez vous voir de quoi ça a l'air de l'autre part de la caméra. Alors, notre décennie a commencé de façon assez fulgurante avec le backbuilding, qui se retrouvait notamment dans Puzzle Strike. Le backbuilding, qu'est-ce que c'est? Ben, ça ressemble un petit peu aux constructions de decks, le deck building, où est-ce que les joueurs, plutôt que d'avoir un deck de cartes ou encore avoir une pile de tuiles, par exemple, ben, on va avoir un sac. Et dans ce sac-là, on va ajouter soit des tuiles, soit des cubes, soit des jetons, comme par exemple dans Charlatan de Belcastel, les jetons qu'on récupère, ce sont des jetons d'ingrédients. Et on va tirer au hasard un certain nombre de jetons, dépendamment de la situation du jeu. Et le but, c'est de gérer en fait le potentiel selon le hasard de notre pige, mais aussi pour maximiser nos ressources pour être capable de faire le plus de points. Habituellement, c'est comme ça. Par contre, dans Puzzle Strike, ben, c'est un jeu vraiment de 1 contre 1 que on était vraiment un contre l'autre. C'est un jeu de duel. Sylvain adore ce jeu-là d'ailleurs. Et un autre type de backbuilding, on pourrait parler de War Chess par exemple, qui est sorti, je pense, en 2018, où dans War Chess, les joueurs vont créer leur sac de différents jetons. Donc, on ne parle pas nécessairement de construire pendant la partie, mais c'est vraiment de construire avant la partie au préalable et ensuite piger au hasard différents jetons. Et ces jetons-là vont nous permettre de pouvoir augmenter notre force sur le plateau. Je n'irai pas dans les détails avec War Chess. Enfin bref, le backbuilding a été créé en 2010 par Puzzle Strike. Et après ça, on l'a vu dans différentes recettes, comme par exemple dans Orléans, Altiplano, War Chess que j'ai mentionné, Charlatan de Belcastel, etc., etc. En 2011, on a vu le premier phénomène des jeux de type Échappe-toi. Et plusieurs pensent que Unlock, Exit,
Time Story, ça a été un peu révolutionnaire puis qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. C'est pas vrai parce qu'on a un jeu qui se nomme Tragedy Looper qui, selon moi, est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment fascinant ce jeu-là, qui a été le précurseur de ce type de jeu-là. Que l'on appelle des jeux de type échappe-toi. Un jeu de type échappe-toi, c'est un jeu dans lequel on veut simuler un escape room où les joueurs vont être confinés dans un espèce d'environnement, vraiment un espèce de huis clos, et on est cloîtré. Notre but, c'est d'être capable de se sortir de ce huis clos-là. On va le faire via différentes énigmes, par déduction, par principe de logique aussi. Et on a vraiment réussi à faire différentes formes de ce type de jeu-là, échappe-toi. Comme par exemple, Unlock utilise une application. Exit va vraiment être un jeu qui se joue en une seule partie, où est-ce qu'on va déchirer des cartes, on va ouvrir des nouvelles affaires, va falloir patenter des trucs tout ensemble. Mais Tragedy Looper, la raison pour laquelle moi c'est mon préféré, c'est parce que Tragedy Looper va vraiment mixer un genre de clou, où est-ce qu'il faut vraiment déduire en fait un scénario potentiel qui peut se passer. Donc les joueurs, il va y avoir une espèce de mastermind, un joueur qui va être contre les autres, et le but de ce joueur-là, c'est de faire en sorte que les autres joueurs ne déduisent pas quel crime et dans quelle séquence il a été organisé. Donc les joueurs vont se déplacer d'une pièce à une autre, vont devoir jouer des cartes pour augmenter ou diminuer la valeur de certaines caractéristiques, et à un moment donné, le meurtre a eu lieu. Et donc il faut que les joueurs recommencent le scénario. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas quelque chose genre « Ah non, on est mort, on recommence ». Non, ça fait vraiment partie du scénario où est-ce qu'on a un certain nombre limité de fois où est-ce qu'on va pouvoir mourir dans le scénario. Et une fois que le scénario est terminé, ben là après ça, on obtient la réponse et par la suite, on peut passer au prochain scénario et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu qui, selon moi, mérite grandement plus d'attention qu'il en a. Et d'ailleurs, il n'est pas très très cher habituellement dans l'usager, probablement dans les 25-30$. Allez vous récupérer ce jeu-là si vous aimez les types de jeux échappe-toi, mais mixés avec le système de déduction. Mais 2011 n'a pas été la seule chose, le seul truc innovateur de cette année-là, parce qu'il y a eu Risk Legacy. Parce que Risk Legacy, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a implémenté le principe de Legacy. Un jeu Legacy, ce que c'est que c'est un jeu qui se joue sur une longue durée de temps, sur plusieurs parties, et contrairement aux jeux de campagne où est-ce que on va évoluer et que par la suite, on peut ranger le jeu et recommencer de nouveau. Dans les jeux Legacy, eh bien, le plateau se transforme devant nos yeux. On va apposer des collants, on va écrire des choses sur le plateau, on va obtenir des nouvelles cartes, on va déchirer des cartes que l'on n'a plus besoin. Et Risk Legacy a vraiment été le précurseur de celui-ci. Évidemment, on a eu par la suite plusieurs autres jeux de type Legacy qui se sont créés, notamment Pandémie Legacy qui est probablement le plus populaire. Et ce qui est intéressant en fait derrière Risk et Pandémie, et la raison pour laquelle ils ont été super populaires, c'est parce qu'ils se basaient aussi sur une franchise déjà existante. Donc ça fait en sorte que le principe Legacy peut vraiment être utilisé à son plein potentiel parce que les joueurs n'ont pas à apprendre des nouvelles règles à chaque partie. On connaît déjà le jeu de base et on fait juste ajouter des éléments à ce dernier. Pour ma part, un de mes jeux préférés Legacy que j'ai joué jusqu'à maintenant, c'est King's Dilemma, que je suis encore en train de compléter la partie. C'est un jeu extraordinaire. Je pensais que c'était un jeu de campagne, mais finalement, ça s'avère être un jeu Legacy. Superbe jeu, King's Dilemma. Vraiment, vraiment génial. Jeu de négociation. Comprend pas trop sérieusement, comprend à la légère, mais quand même qu'il y a une bonne consistance au niveau de l'histoire, au niveau de l'évolution, de tout ce qui se passe dans le jeu. En 2012 est venu le jeu Zombicide. Et là, je tiens à mentionner que ce n'est pas nécessairement un concept au niveau mécanique que Zombicide a amené, mais vraiment un concept innovateur au niveau du modèle d'affaires Kickstarter. Kickstarter a vraiment été une plateforme qui, ces derniers temps, a pu permettre à énormément de jeux de voir naissance. Mais vraiment, en 2012, ce que Zombicide a amené, c'est vraiment le principe que
on crée des stretch goals, des espèces on ajoute du matériel qui sera exclusif aux joueurs qui ont décidé d'acheter le jeu via Kickstarter. Et non seulement ça, Zombicide a aussi amené le Kickstarter et le jeu de société à remanier l'esthétisme et les composantes du matériel. Dans Zombicide, on a 1 tonne et quart de différents zombies qui ont différentes formes et vraiment le niveau de détail des figurines, des miniatures est extraordinaire. Et ça fait en sorte que Kickstarter soudainement a eu non seulement une espèce d'envolée, mais aussi on a commencé à réaliser que on avait vraiment du succès lorsque le jeu avait une espèce de côté sensationnaliste à la limite, de côté grandiose, épique, et on pouvait le faire via quelque chose de visuel, de tangible au niveau matériel, et c'était vraiment avec les figurines. Et aujourd'hui, si tu vas sur Kickstarter, la plupart des jeux qui réussissent leur campagne de façon extraordinaire, ben c'est souvent des jeux, sinon presque tout le temps des jeux avec des figurines, ou à tout le moins, on a toujours une option de pouvoir obtenir ces figurines-là. Mais non seulement ça, c'est important de mentionner le principe, le modèle d'affaires Kickstarter avec les stretch goals. Comme j'ai mentionné, les stretch goals, ben, ça fait en sorte que les backers, ceux qui décident de suivre la campagne, la suivent de façon assidue et vont en parler davantage pour être capables d'accumuler davantage d'argent. Et donc, avec ce montant-là d'argent, ben, on décide de débloquer des nouveaux stretch goals, des nouveaux buts financiers qui vont nous permettre d'avoir plus de matériel et donc qui sera exclusif à notre modèle, à notre Kickstarter qu'on vient de backer. Et donc, ça va faire en sorte qu'on va avoir plus de matériel dans nos poches, donc on va en parler davantage pour que tout le monde en ait. Et ça fait un peu cette espèce d'effet boule de neige là. Donc Zombicide, je le considère comme étant un concept innovateur, non pas au niveau vraiment du jeu, mais au niveau du modèle d'affaires qu'il a amené. Le prochain jeu, c'est le jeu de construction de dés, et je fais exprès pour cacher le titre, parce que non, ce n'est pas Dice Forge, mais bien Rattlebones. C'est quoi Rattlebones? Je sais pas, j'ai pas joué. Je suis désolé. Ce n'est pas un jeu que j'ai entendu parler plus que ça. Probablement que vous non plus d'ailleurs. Mais ça a été le premier jeu qui a proposé ce qu'on appelle une construction de dés. C'est-à-dire qu'on va prendre un dé, il va avoir des faces modulaires où est-ce qu'on va pouvoir retirer des faces de ce dé-là et les remplacer par des nouvelles. Mais le jeu qui a vraiment popularisé la construction de dés a vraiment été Dice Forge. Et je pense que Dice Forge le fait très très bien parce que c'est vraiment accessible, c'est facile à comprendre, mais surtout, il est super beau et on embarque vraiment facilement dans la thématique. La rejouabilité est présente. On a vraiment une belle présentation au niveau de Dice Forge. Mais encore là, il n'y a pas beaucoup de jeux de construction de dés qui ont été faits jusqu'à date. Simplement, ça c'est une hypothèse personnelle, probablement que c'est quelque chose qui a un coût élevé. C'est vraiment, vraiment complexe de pouvoir faire un dé où est-ce que les faces sont modulaires et qu'ils tiennent sur place lorsqu'on lance le dé. Donc, il faut vraiment avoir un ingénieur très original et très créatif, mais surtout très efficace dans son domaine. Alors, Rattlebones a été le premier jeu à construction de dés. En 2015 est sorti un jeu qui se nomme 504, qui nous vient de l'auteur Friedemann Friese. Et je vais le dire de base, je n'ai pas joué à 504, mais ça a été le premier jeu qui nous a offert un jeu aux règles modulaires. Où est-ce que Friedemann Friese nous propose dans cette espèce d'opus-là un jeu où est-ce qu'il y a 9 différents modules et où on va pouvoir jumeler 3 différents modules. Et donc le jeu se nomme 504 parce qu'il y a 504 différentes combinaisons possibles de ces modules-là. Donc on aurait en théorie 504 différents jeux. Et Friedemann Friese, je vais vous avouer, moi personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce dernier. Je trouve que souvent c'est de l'expérimentation. Il y a certains jeux qui ne sont pas mauvais, mais c'est pas un auteur que moi je vais vouloir suivre de façon assidue. Simplement parce que je trouve que des fois, ça s'approche davantage d'une expérimentation ludique plus que un jeu qui veut présenter quelque chose, une saveur unique. C'est vraiment juste comme, ok, j'essaye ça, puis ça donnera ce que ça donnera, puis d'attendre. Je suis plus ou moins convaincu de ce principe-là. Mais on parle pas de Friedemann Friese ni de mes goûts personnels, on parle de 504.
Et maintenant, c'est important de comprendre que quand on parle de modules qui peuvent être jumelés ensemble, il y a un jeu qui se nomme Sierra West qui est sorti l'année passée où est-ce qu'on propose 4 jeux entièrement différents. Et Sierra West, c'est important de comprendre qu'on a une base et que par la suite, on va prendre des modules et on va les ajouter à ça. Et ça va être une nouvelle manière de jouer ou une manière X de faire des points d'une manière différente que ce que le jeu de base nous propose. Alors que 504, c'est vraiment, on a un module, donc une structure de jeu toute petite, et on va l'ajouter à un autre module, et on va l'ajouter à un autre module, ce qui va faire en sorte qu'on a des règles entièrement différentes d'une partie à une autre, puisque chaque module est complètement différent. On a un module, par exemple, de stock holding, de fluctuation de marché, on a un truc de gestion de ressources, on a un truc, tu sais, je vous donne des exemples, puis c'est vraiment comme si on prenait 3 différents concepts et on les met tous ensemble, puis c'est nous autres qui décidons de cette structure-là de jeu. Plus que je vous en parle, plus que ça pique ma curiosité, c'est bizarre. Mais ça n'a pas été un jeu très très bien reçu et c'est très difficile de se procurer une copie parce que le jeu est très 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 dispendieux de base. Mais au-delà de ça, ça n'a pas été un jeu qui a reçu une grande attention. Et c'est dommage parce que je pense quand même que ce jeu-là pourrait posséder... Écoute, il y a 504 différentes manières de jouer. À un moment donné, tu vas en trouver une que t'aimes bien. Je veux pas croire, tu sais. Mais enfin bref, vraiment ce jeu-là a proposé de quoi de très innovateur avec ses règles modulaires. En 2016, on a aussi vu un concept assez inédit qui est encore énormément à explorer selon moi, qui est la construction de cartes. Le card crafting que l'on appelle en anglais, avec Mystic Vale. Donc Mystic Vale a proposé un jeu où est-ce que on a des cartes qui ont comme un peu un arrière acétate et il va y avoir une section de la carte qui est pleine, qui a une image. Et par la suite, on va pouvoir glisser des nouvelles acétates une par-dessus l'autre pour être capable d'avoir une carte qui va avoir différents effets. Le jeu Mystic Vale en tant que tel, j'y ai joué. J'ai trouvé ça correct sans plus. Je trouvais qu'il manquait vraiment beaucoup de chair autour de l'os. Mais l'auteur qui était derrière Mystic Vale nous est revenu en fait en 2019 avec un jeu qui s'appelle Edge of Darkness, une méga grosse boîte produit par AEG qui était aussi derrière Mystic Vale. Et j'ai vraiment apprécié davantage Edge of Darkness. Le gros défaut que j'ai trouvé de Edge of Darkness, c'était vraiment le côté ergonomique. Je trouvais que ça prenait beaucoup de place. Puis c'était énormément, c'était assez sensationnaliste, beaucoup de matériel pour qu'est-ce que le jeu offre au final, au sens parce que c'est pas normal que ça prenne une grosse table quand c'est un espèce de c'est un Dominion nouveau genre. Tu sais, moi j'aime ça quand ça prend moins de place possible sur une table. En tout cas bref, construction de cartes, ça a été vraiment quelque chose qui est encore à étudier, à découvrir. Hein? Moi, j'aimerais bien ça, un petit jeu un peu à la Monster Inc. où est-ce qu'on crée notre propre monstre en empilant les différents trucs un par-dessus l'autre. Mais ça ressemble pas mal à ça, la construction de cartes. Et en 2016 aussi, on a un autre jeu qui se nomme World of Yo-Ho, qui a été un peu la première fois, qui a été en fait la première fois qu'un jeu a intégré une application, un appareil intelligent de façon symbiotique. Et quand je parle de symbiotique, c'est que le jeu et l'appareil en tant que tel sont en symbiose. Un ne peut pas venir sans l'autre. Et c'est ça qui était intéressant en fait de World of Yo-Ho, c'est le fait qu'on avait vraiment une partie jeu vidéo où est-ce qu'on partait à la découverte et le téléphone nous créait, je pense que le téléphone créait des embûches à travers notre exploration. Et sans le téléphone, on n'aurait pas été capable d'avoir accès à ces embûches-là, à ces différents défis-là. Et donc, c'est vraiment qu'est-ce que World of Yo-Ho a voulu proposer. Le problème, c'est que ça n'a pas été nécessairement un succès extraordinaire. Je sais que Sylvain a joué plusieurs parties de World of Yo-Ho. Pour ma part, je n'y ai pas joué. C'est pas quelque chose qui m'a grandement... ça m'interpellait pas. Par contre, un jeu que je possède et que je trouve vraiment fabuleux en ce sens, c'est Beasts of Balance. Beasts of Balance, c'est un jeu où est-ce que on va avoir une application sur notre téléphone et l'application, on va devoir utiliser un Bluetooth avec une base qui vient avec le jeu. Et chacune des pièces va avoir une espèce de code qui va passer à travers le Bluetooth
et ça va scanner cette pièce-là et via le Bluetooth, ça s'en vient sur notre appareil et ça l'indique quelle pièce que c'est. Et une fois que la pièce a été scannée, il faut la poser pour que le tout reste en équilibre. Et le but du jeu reste, oui, qu'on crée un équilibre avec les différentes pièces, mais aussi que l'on combine en fait différentes pièces parce que quand on va combiner deux pièces, par exemple un aigle et un dauphin, eh bien on va avoir une espèce de combinaison de ces deux animaux-là qui vit soit dans l'air, soit dans la mer, et après ça on va pouvoir le transférer vers la terre, donc l'espèce de migration. Et c'est ça qui devient intéressant dans Beasts of Balance, c'est le fait qu'on a cette application-là qui est nécessaire pour le jeu, mais qui amène vraiment cette dimension-là un peu à la Pokémon, je dirais, qui est superbe et qui vaut vraiment la peine. Donc, encore une fois, tout ce qui est la question d'intégration est encore grandement à découvrir et j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur nous réserve avec ça, surtout avec l'évolution de la technologie qui ne fait qu'aller vers l'avant. En 2017, eh bien, premièrement, il y a eu quelque chose de grandiose qui s'est passé dans le jeu de société. Je suis devenu membre de l'école du jeu. Donc ça, c'est quelque chose de symbolique et d'innovateur en 2020, dans notre décennie. Je le mettrai pas au tableau parce qu'on parle de jeu, hein, je suis pas encore concepteur. J'espère peut-être que ce serait le fun. Hein? Mais bref, pour en revenir à ça, je m'égare. On a ici Vast Crystal Cavern qui est sorti en 2017, qui proposait quelque chose d'assez un défi et c'était quelque chose de osé. C'était un jeu où est-ce qu'on propose une asymétrie complète entre les joueurs. Et pour ceux et celles qui ont joué à Root, on parle pas d'une asymétrie à la Root, on parle véritablement de principes de jeu qui se jouent complètement différemment. Dans Root, on a un système de cartes qui revient dans chacune des factions, peut-être mis à part le raton laveur. Mais dans Vast, on a vraiment 4 rôles qui vont jouer totalement différents, avec des composantes différentes, mais qui vont venir s'allier tout ensemble pour créer cette espèce de dungeon crawler là où un joueur va jouer la chevalière, l'autre joueur peut jouer le dragon qui désire sortir, s'éveiller de sa paresse et sortir de la caverne. On va avoir un autre joueur qui va jouer la caverne. Donc il y avait vraiment cette asymétrie là. Ça a créé certaines problématiques au niveau de l'équilibre de jeu, ça c'était de 1 et de 2. Il y avait aussi beaucoup de petits, des exceptions, des caveats dans les, comme on dit en anglais, des caveats dans les règles. Ça a fait en sorte qu'on a eu besoin de remanier les règles un tout petit peu. Et dernièrement, on a eu aussi une nouvelle version de Vast qui s'appelle Mysterious Manor, qui est une version plus épurée puis plus directe de ce que Vast Crystal Caverns proposait. Ça reste quand même que Mysterious Manor est plus straightforward que son premier. Mais les deux sont combinables ensemble. Donc encore une fois, on a comme une espèce d'asymétrie parmi ces deux jeux-là qui peuvent encore se combiner ensemble. Il y a vraiment de quoi à faire et de quoi encore à explorer par rapport à l'asymétrie. On en voit beaucoup dans les jeux. Ceci étant dit, c'est jamais une asymétrie aussi drastique que ça. On va avoir des pouvoirs différents, on va avoir des manières différentes de faire des points, etc., etc. Mais probablement le jeu qui s'approche le plus de cette asymétrie complète-là pourrait être un jeu comme Spirit Island, probablement, parce que chaque esprit que les joueurs vont jouer dans ce jeu coopératif-là se joueront différemment. C'est un jeu qui est très très lourd d'ailleurs, Spirit Island. On a quand même une structure de base avec le tour de le AI, l'intelligence artificielle dans le jeu coopératif. Dans le fond, l'espèce d'entité contre laquelle nous combattons. Mais ça reste quand même que Spirit Island offre encore une fois cette espèce d'asymétrie-là qui devient très intéressante au fur et à mesure que on apprivoise le jeu et on fait de plus en plus de parties. Alors, c'est pas mal ce que Vast nous a proposé avec cette asymétrie complètement différente d'un joueur à l'autre. Et finalement, la dernière innovation que l'on a créée en 2019, c'est ce jeu-là, Kami-sama, et qui va nous présenter ce qu'on appelle du repêchage de plateau. C'est du board drafting. Le jeu a passé complètement en dessous du radar et Kami-sama en fait va proposer un plateau qui est pas tout à fait modulaire, où est-ce que, en fait c'est pas du tout modulaire, c'est vraiment 4 différentes parties du plateau
où est-ce que les joueurs vont jouer de façon simultanée sur une partie du plateau. Donc, on va installer des petites maisons qui vont nous appartenir. Et une fois que tout le monde a joué de son côté du plateau, on va tourner le plateau pour être capable de faire face maintenant à cette nouvelle partie-là qui a été utilisée par les joueurs précédemment. Donc, en fait, le jeu tourne autour d'un principe où est-ce qu'on va avoir, dans le fond, 4 différentes saisons. Et à la fin des 4 saisons, en théorie, les joueurs auront joué, et en pratique, si tu as bien appliqué les règles, les joueurs vont avoir joué sur les 4 différentes parties du plateau et on va procéder à une phase de pointage et on va faire ça 3 fois. À la fin de ces 3 années-là, le joueur ayant le plus de points remporte la partie. J'ai pas encore joué, j'ai une copie qui m'attend et j'ai très hâte de l'essayer, Kami-sama, parce que c'est vraiment le seul jeu qui propose un endroit où est-ce qu'on va vraiment drafter, on va sélectionner des endroits où se placer sur le plateau et l'autre joueur par la suite devra gérer en fait son placement sur ce plateau-là en question. Ça a l'air aussi d'un jeu très intéressant au niveau de la symétrie des différents plateaux parce que quand on contrôle un type de plateau, et à ce moment-là, on reçoit des cartes qui vont nous permettre de faire des points de différentes manières ou d'avoir des pouvoirs spéciaux. Enfin bref, ça a l'air d'un superbe jeu, quand même assez simple, quand même assez accessible, mais qui possède une belle profondeur de ce que j'ai compris. Donc, Kami-sama, en 2019, un jeu qui a proposé le repêchage de plateau, c'est le premier d'entre tous, mais probablement pas le dernier. En 2014, il y a eu une grande innovation qui est l'apparition de Winnie dans ma vie. Et en 2017, une autre grande, en fait, je ne sais pas c'est quelle la plus grande, mais l'apparition de Banane dans ma vie. C'est en 2018, pardon. 2018, l'apparition de Banane dans ma vie et l'apparition de Winnie. Le tout s'est passé de façon extraordinaire et ils sont maintenant des incontournables de l'école du jeu. Alors, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez grandement apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas apprécié ou même si vous avez apprécié et vous voulez laisser un commentaire, eh bien, laissez-le dans les commentaires et ça me fait un plaisir de pouvoir vous répondre. Allez nous liker sur Facebook si vous avez apprécié cette vidéo. Pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? On produit énormément de contenu. Et surtout, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y aurait des choses que je n'ai pas vues, certaines innovations selon vous, qui seraient intéressantes à dénoter? Quels sont les jeux qui, selon vous, ont permis au jeu de passer d'une étape à une autre, tout autant au niveau de l'innovation qu'au niveau de la démocratisation du jeu? C'est d'ailleurs peut-être une vidéo que j'aimerais faire prochainement. Enfin bref, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.